Je vais vous proposer 7 étapes pour éliminer totalement vos dettes. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de notre émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui et merci de nous faire confiance. Je rappelle que cette chaîne Sérénité Financière a été créée pour vous aider, vous les cadres en milieu de carrière et vous les jeunes entrepreneurs, à vivre libre, passionné et heureux, à reprendre le contrôle sur l'argent de manière à pouvoir remettre votre vie au centre, remettre votre vie entre vos mains pour que vous puissiez en décider comme vous voulez. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un sujet qui est un des sujets les plus anxiogènes et particulièrement comment éliminer le plus rapidement les dettes, même en partant d'un endettement chronique. Nous savons que quand on veut prendre en main ses finances personnelles, quand on veut changer ses résultats financiers, un des premiers éléments sur lesquels il faut travailler, c'est les dettes. Pourquoi? En fait, parce qu'on a très souvent dans la société, comme on peut le dire, un certain nombre de mythes. Vous avez déjà entendu parler de celui-ci, n'est-ce pas? Un vrai homme est celui qui est endetté. Est-ce que vous y croyez? Vous pouvez y croire ou pas, mais en réalité, que vous y croyez ou pas, peut nous traduire en fait la mentalité que vous avez. Et devant une assertion comme celle-là, il y a deux mentalités qu'on peut interpréter. La première mentalité, c'est la mentalité qui est populaire dans la classe moyenne et chez les pauvres, qui sont ceux-là qui véhiculent le fait que s'endetter, et surtout s'endetter pour des raisons inutiles, c'est quelque chose de très bien et même de louable. Mais je rappelle que dans la catégorie des pauvres et de la classe moyenne, quand on parle de s'endetter, en réalité, on parle de s'endetter pour consommer. On parle de prendre des dettes par rapport à la nourriture qu'on a chaque jour, prendre des dettes par rapport à nos vêtements, prendre des dettes par rapport à un téléphone qu'on veut, par rapport à beaucoup de choses qui sont simplement des éléments de consommation. Et la plupart du temps également, chez les pauvres ou la classe moyenne, quand on parle de dette, quand on parle de cet homme qui est endetté, c'est aussi un homme qui est endetté en son nom. Il prend des dettes personnelles. Donc, il prend des dettes personnelles et il prend des dettes improductives. De l'autre côté, les personnes qui sont vraiment fortunées, les personnes qui sont riches, qui essaient de travailler à bâtir une véritable sérénité financière, considèrent que, premièrement, la dette n'est pas forcément une dette personnelle. Quand ces personnes décident d'aller emprunter, c'est emprunter en réalité pour pouvoir produire. Donc, ce n'est pas emprunter pour consommer comme la classe moyenne qui dit que la dette est une excellente chose alors qu'il parle en fait de dette de consommation. Mais le riche, lui, parle de un vrai homme est endetté. En réalité, il parle d'un vrai homme peut avoir son entreprise endettée. Donc, c'est son entreprise qui va être endettée et c'est une dette qui va davantage aider à pouvoir produire. Alors, deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'endettement, on dit aussi souvent, et ça on ne le répète pas assez, que qui paie ses dettes s'enrichit, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la dette, et j'aime bien le dire, parce qu'il y a une différence entre dette et crédit. Très souvent, quand moi je parle de celui qui est lié, je parle de dette. Mais du côté du banquier ou du prêteur, on parle de crédit, parce qu'en fait, il vous donne cette confiance-là. Qui paye ses dettes s'enrichit, qui tient ses engagements s'enrichit. Si vous comprenez une dette comme un engagement, ça veut dire que si vous bâtissez l'habitude, si ça vous arrive de contracter un engagement et de pouvoir tenir parole, il va sans dire que vous allez forcément reproduire cela dans les autres domaines de votre vie et après on vous trouvera suffisamment prospère. Mais retenons que la dette est un couteau à double tranchant. Elle peut nous servir ou elle peut nous desservir. Parce qu'en réalité, on peut avoir des mauvaises dettes qui sont des dettes de consommation, qui sont des dettes en notre nom propre ou des dettes de production. Mais il faut être entraîné pour que ce ne soit pas un couteau qui nous aide à couper, mais qui peut également nous couper. Alors, dans ces mêmes ordres d'idées, je voudrais évoquer un élément qui, parfois, quand on rentre sans être suffisamment conscient, peut nous porter préjudice. La dette, en réalité, c'est un engrenage. Et pour illustrer ça, je vais raconter un peu une petite anecdote qui est arrivée quand j'étais stagiaire. J'ai commencé à la banque, maintenant sur le plan professionnel, en 2001. Et à l'époque, je me rends compte que les aînés, quand on travaillait à la banque, ils arrivaient et quand ils n'avaient pas assez d'argent, soit pour des besoins familiaux, soit pour d'autres besoins personnels, ils allaient voir des responsables à la banque et ils présentaient leur chèque avant la fin du mois pour dire bon, ils ont un problème. Et je les voyais entrer dans un bureau quelque part chez un des directeurs et ils ressortaient tout souriants parce qu'on avait visé le chèque, ils allaient à la caisse. À un moment donné, ça devenait comme un jeu. Donc, on s'amusait peut-être même finalement à fabriquer un peu des petites raisons. Et au fur et à mesure que les raisons étaient validées, les gens avaient pris l'habitude de pouvoir consommer. Donc, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des personnes qui étaient à découvert dans leur compte
pour plusieurs mois de salaire déjà. Jusqu'à ce qu'un jour, le grand patron de la banque frappe du poing sur la table. Et c'est à ce moment que j'ai vu les aînés que j'admirais. Et je me disais d'ailleurs, moi en tant que stagiaire, je ne pouvais pas y accéder, mais dès que j'aurai l'occasion, peut-être moi aussi je vais aller y entrer. Alors, on se rend bien compte que parfois ça commence tout doucement, on se fabrique des raisons, et quand on est pris dans cet engrenage de l'endettement, on ne s'arrête plus. Donc, si vous n'avez pas de raison très claire d'aller vous endetter, ne le faites pas. Et surtout, si c'est pour des raisons de consommation, arrêtez-vous de le faire. Si vous voulez vous endetter, tout à l'heure on verra les conditions qu'il faut avoir pour pouvoir mieux s'endetter ou alors contrôler son endettement. Donc, il faut qu'on évite cela parce qu'en fait, l'appétit vient en mangeant. Alors, je vais vous parler un peu des statistiques que j'ai. Actuellement, à Daken Business Coaching, nous avons à peu près 4000 répondants sur un de nos quiz. Des personnes qui répondent par rapport à nos enquêtes sur la sérénité financière. Et sur près de 4000 répondants, tenez-vous tranquille, il y a seulement un tiers des personnes qui n'ont aucune dette. Donc, sur 3 personnes, il y a une seule personne qui déclare n'avoir pas de dette. Donc, il y a 2 personnes sur 3 automatiquement qui sont endettées. Dans tous les cas, ça vient au moins confirmer que tout le monde n'est pas obligé d'être endetté. Les deuxièmes statistiques, c'est que les dettes de consommation, dans ces dettes-là, ceux qui sont endettés, c'est-à-dire les 2 tiers qui sont endettés, 31% de leurs dettes représentent des dettes de consommation. Ça veut dire des dettes qui n'ont pas servi à la production. C'est des dettes qui ont servi à acheter des biens de consommation courante, des vêtements, un véhicule, un téléviseur et tout, mais n'ont pas servi à investir. En revanche, on se rend compte que seulement 17% de ces dettes-là portent sur des crédits d'investissement, des opérations d'investissement. Et on a 18% qui ont à la fois des dettes de consommation et des dettes d'investissement. Donc, si on tient compte seulement des dettes d'investissement et des personnes qui ne sont pas endettées, il y a la moitié des personnes qui ont, en quelque sorte, non pas de dettes ou bien ont des dettes utiles et une bonne majorité qui a des dettes. Donc, ne mettons pas tout dans le même panier. Alors, pour qu'on puisse avancer, je voudrais qu'on essaie de séparer les différentes catégories de dettes. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu des types de dettes. Parce que très souvent, on fait comme si toutes les dettes se valaient. J'aime bien dire que, tout à l'heure, je parlais des dettes de consommation, mais pour qu'on distingue bien tout cela, je voudrais suggérer qu'on puisse répartir l'ensemble de nos dettes en 3 catégories. La première catégorie des dettes, ce sera constitué des dettes de consommation. Ça, c'est toutes les dettes qui n'ont pas servi à produire. Toutes les dettes liées à nos besoins courants, toutes les dettes liées à tout ce qu'on achète et qui ne nous rapportera pas une valeur supplémentaire plus tard. La deuxième catégorie des dettes, pour moi, ce sont des dettes d'investissement. J'emprunte de l'argent pour pouvoir mettre dans un business, dans un projet, avec une espérance de gain futur. Là, c'est une dette d'investissement. Et la troisième catégorie, c'est les dettes sur notre logement. C'est très important. Vous savez, le logement dans toutes les sociétés, que ce soit en Afrique ou en Occident, quand on dit que vous êtes propriétaire, c'est un moment suffisamment, je ne sais pas moi comment le dire, important pour chaque personne. C'est valorisé par nous-mêmes, mais c'est également valorisé par la société. Mais ceci dit, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que c'est valorisé qu'on va y aller de n'importe quelle façon. Maintenant, je vais rentrer dans chacune de ces dettes-là. Rendez-vous compte, moi, je suis actuellement en Côte d'Ivoire, j'ai vu des personnes dans le secteur bancaire hypothéquer jusqu'à 45-50% de leur salaire pour pouvoir payer leur mensualité de crédit de logement. À mon avis, on est allé beaucoup trop loin. En fait, si vous voyez, vous allez sentir que ces personnes, malheureusement, vivent très souvent sous un stress financier. Pourquoi? Parce qu'au départ, on prend un logement, on met déjà la moitié de ses revenus dans ce logement-là. Il y aura des dépenses accessoires et on va se retrouver totalement coincé. Donc, la première chose, c'est de dire, si vous n'êtes pas encore pris dans le piège de ce crédit logement-là, la recommandation que je vous ferais serait de dire comment est-ce que vous pouvez limiter la partie de vos revenus que vous allez pouvoir dédier à ce logement-là. Pour savoir si le logement que vous voulez acheter est véritablement le logement que vous méritez, la chose simple à faire, c'est de dire quel pourcentage de mon salaire je vais mettre pour rembourser cette dette-là. Si vous êtes entre 25 et 35%, 35% si c'est pour rembourser une dette de logement, c'est une fourchette que je considère comme tolérable. Si c'est 25% de votre revenu et que vous allez payer simplement un loyer à fond perdu, oui, arrêtez-vous à 25%. Ça, c'est par rapport aux dettes de logement. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir dimensionner la maison que vous voulez. La maison que vous voulez, demandez à votre banquier de vous faire une simulation du tableau d'amortissement. Si le remboursement mensuel dépasse 35% de votre revenu, ça veut dire que vous ne méritez pas cette maison-là. Ayez le courage de descendre. On peut même être engagé dans une opération et choisir à un moment donné, au lieu de rester sous stress financier,
de descendre en termes de standing. On peut arriver à un moment où on est obligé de vendre une maison pour pouvoir prendre une autre plus petite et réduire sa mensualité de crédit. La deuxième chose, c'est par rapport au crédit aux dettes de consommation. Ma recommandation, c'est 0 dette de consommation. Ça veut dire que si vous y êtes actuellement, il va falloir qu'on travaille pour pouvoir en sortir. Mais si vous n'êtes pas encore entré, je vous demande simplement de vous abstenir aujourd'hui de pouvoir emprunter pour acheter un nouveau téléphone, emprunter pour acheter un nouvel appareil électronique, emprunter pour acheter des meubles à la maison, emprunter pour acheter tout ce qui est consommation courante. Ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Et dans bien des cas, j'ai vu qu'il y a beaucoup de dettes informelles, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je parlais des dettes qui sont au-delà de vos capacités de remboursement, mais parfois aussi, en plus de cela, il y a des dettes informelles avec des amis, avec des proches, avec la famille, et malheureusement, ça détruit en fait les relations que vous avez entre vous. Donc, dette de consommation à éviter si on n'y est pas encore. Si on y est déjà, tout à l'heure, je vais vous aider à pouvoir en sortir, tout l'ensemble de vos dettes. Dette d'investissement, une fois encore, si vous n'avez pas encore au moins 3 mois d'épargne, je vous conseille de ne pas rentrer dans l'investissement. L'investissement, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut vous aider à accélérer votre cheminement vers la sérénité financière. Mais si vous y allez avec beaucoup de dettes, dans l'espoir de gagner rapidement pour venir rembourser vos dettes, vous risquez d'avoir une grande désillusion. Donc, je conseille à mes chers amis cadres en milieu de carrière qui me regardent en ce moment et vous, jeunes entrepreneurs, ce n'est pas le moment de rentrer dans l'endettement pour pouvoir démarrer un projet. Il faut d'abord avoir des fondations solides. Donc, dette d'investissement aussi, pour l'instant, stop. Maintenant, on a dit dette de logement, les conditions ont été définies, dette d'investissement, quand on a au moins assis sa base en termes d'épargne, et dette de consommation, pas du tout. Et surtout, éviter les dettes informelles. Alors, maintenant, dans la plupart des cas, quand on a cette dette-là qui sont au-delà de nos capacités, qu'est-ce qui se passe? On commence à cumuler des échéances impayées, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'on pouvait rembourser 300 000 tous les mois. Vous avez pris un crédit de 50 millions, vous devez rembourser 300 000 tous les mois. Vous avez fait quelques mois avec des difficultés, vous remboursez chaque fois avec des mois de retard et vous vous rendez compte que la mensualité ou l'ensemble du crédit ne bouge pratiquement pas. Oui, parce que la banque applique également des taux de pénalité. Très souvent, par exemple, des gens ont un crédit, on pourrait dire à 10%, mais en cas de pénalité, on va vous ajouter une pénalité de 1,50 ou 1,75%. Donc, il y aura l'intérêt sur le crédit que vous avez pris, l'intérêt de retard qui viendra également s'ajouter. Et deuxième chose, quand vous prenez un crédit pour le logement par exemple, quand vous allez à 20 ans, si vous analysez très bien, vous allez peut-être dans certains cas vous rendre compte que simplement en doublant la durée de votre crédit, au lieu de faire 10 ans par exemple, vous faites 20 ans, pour un crédit de 100 millions, vous allez vous retrouver en train de rembourser 200 millions carrément, si vous avez fait 20 ans. En 10 ans, vous allez peut-être vous retrouver en train de rembourser 150 millions. Ça veut dire qu'il est aussi important de tenir compte de la durée de votre crédit. Je le dis pour que soit vous en tenez compte au moment de renégocier vos crédits, soit vous en tenez compte au moment de contracter vos crédits. Alors, maintenant que j'ai planté le décor, je vais adresser la question de ces personnes-là qui sont actuellement sous un stress financier important à cause des dettes. Ces personnes qui n'arrivent plus à dormir, qui ont peur du coup de téléphone de la banque, qui ont peur du mécanicien à qui elles doivent de l'argent, qui ont peur de leurs amis, de leurs frères, à qui ces personnes doivent de l'argent et n'arrivent plus à faire face du tout à leur endettement. Alors, je vais utiliser un outil que j'ai conçu, que j'utilise dans mes formations, que j'appelle le cadran du désendettement. Cet outil, je vais l'utiliser pour vous aider, premièrement, à maîtriser le stress lié à l'endettement, mais aussi surtout à éliminer le plus rapidement possible les dettes, si vous êtes totalement engouffré dans les dettes. Ne vous inquiétez pas, restez juste avec moi pendant les quelques minutes qui vont suivre. Alors, l'objectif de cet outil-là, vous savez, quand on est endetté, il y a le stress financier qui vient aussi avec cet endettement-là. L'objectif numéro 1 de la stratégie d'élimination des dettes, c'est d'éliminer les sources de stress financier le plus tôt possible. Alors, ce n'est pas le montant de l'endettement, mais c'est la source de stress financier. Et la source est rattachée aux entités, en réalité. Donc, j'ai un certain nombre de créanciers, des personnes à qui je dois de l'argent. Mon objectif dans ma stratégie d'élimination des dettes doit être comment je fais pour réduire le nombre de personnes à qui je dois de l'argent. Et vous voyez bien que, naturellement, la meilleure façon de le faire, c'est d'éliminer en commençant par les montants les plus petits. Parce que chaque fois que j'élimine un petit montant, j'élimine un interlocuteur qui me génère du stress, automatiquement. De la même façon que j'élimine un créancier à qui je dois 100 000, par exemple le mécanicien à qui je dois 100 000, c'est une source de stress parfois qui est même plus puissante que le banquier à qui je dois 50 millions.
Mais lui, il est sur mon chemin tous les jours. Lui, je vais peut-être l'appeler si ma voiture a encore un autre problème. Donc, il vaut mieux que je l'élimine, cette dette-là, le plus tôt possible. Alors, quand j'ai éliminé cela, ça me fait une source de stress en moins. Ça me laisse plus d'énergie pour pouvoir me concentrer sur les opérations les plus importantes. Donc, première des choses, objectif, réduire le nombre de créanciers. Ce n'est pas forcément d'abord réduire le nombre de dettes, parce que très souvent, on commence mal. Si on commence à réduire ces dettes de la mauvaise façon, on va vouloir s'intéresser à des dettes qui sont les plus formelles avec les personnes les plus structurées, qui ont un pouvoir de nuisance, par exemple, qui ont un pouvoir peut-être de nous poursuivre, peut-être de réaliser nos biens. Mais en même temps, ces personnes sont aussi des personnes qui peuvent être compréhensives. Le plus important, c'est de dire, j'ai 10 créanciers actuellement, je veux me retrouver à 8 créanciers, puis à 6, puis à 7, puis à 2, puis à 1, et je mets tous mes efforts pour pouvoir terrasser le plus gros créancier. Alors, je vais vous proposer 7 étapes pour éliminer totalement vos dettes. Et si vous suivez cette méthodologie, je pense que vous allez aller beaucoup plus vite que vous n'aurez pu le faire maintenant avec la méthode que vous utilisez. L'étape numéro 1, pour pouvoir sortir de l'endettement, c'est de commencer par le commencement. Stopper l'endettement. Je ne peux pas être dans... C'est comme le fagot du fou, disait mon ancien patron. Vous ne pouvez pas avoir une charge qui est tellement lourde et vous continuez à en rajouter en voulant vous libérer de cette charge-là. L'étape numéro 1, c'est de stopper l'endettement. Alors, vous allez me demander, mais je suis déjà endetté, mais comment faire pour stopper l'endettement alors que j'ai des problèmes qui vont continuer? Ces problèmes continueront. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'engrenage de l'endettement. Alors, si vous ne prenez pas la décision ferme, radicale de pouvoir stopper l'endettement, vous n'allez jamais pouvoir arrêter la saignée. Pour corriger un problème, il faut d'abord arrêter la saignée. Et arrêter la saignée, c'est de dire, je ne vais plus m'endetter, que ce soit parce qu'il y a un enfant qui est malade. Et donc, je ne peux le faire que si je passe à la deuxième étape, qui est de mettre en place une épargne de premier secours. En travaillant avec diverses personnes depuis 4 ans, on s'est rendu compte que la plupart du temps, quand on a des urgences à la maison, c'est un enfant qui est malade, c'est un appareil électroménager qui peut-être a été endommagé, c'est notre voiture qui a été en panne. La moyenne de ces pannes-là va être autour de 100 à 150 000 et on peut en avoir comme ça 2 ou 3 personnes ne sait qui peuvent se répéter. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à un chiffre qui est un chiffre qui jusqu'à maintenant fait l'unanimité. Si vous avez à peu près 500 000 de côté, vous pouvez avec beaucoup de confiance dire oui, j'arrête l'endettement. Pourquoi? Imaginez que vous rentrez à la maison le soir, on vous dit que l'enfant est malade. Supposons que vous n'avez pas l'assurance. Même si vous avez l'assurance, il y a quand même votre quote-part qu'il faut payer. Vous devez aller à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler un ami pour demander 50 000, 100 000. Donc, si vous n'avez pas un matelas de sécurité, si vous n'avez pas un airbag entre vous et l'endettement, vous ne pouvez pas stopper l'endettement. La décision de stopper l'endettement, c'est la première chose parce qu'elle est psychologique. Elle montre votre détermination. Mais la deuxième chose qui va permettre que vous restiez cohérent avec cette décision, c'est le fait effectivement de mettre en place une épargne de premier secours de 500 000. Alors vous allez me dire comment je vais le faire. Vous pouvez vendre des biens que vous avez, vous pouvez prendre une partie de votre épargne, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais éliminer une partie de vos actifs actuels. Soyez un peu créatif et vous allez pouvoir mettre en place les 500 000. Même en contrôlant simplement les petites dépenses que vous avez, vous allez le faire. Et dans beaucoup de cas, j'ai vu des personnes qui simplement m'ont dit « j'ai un téléphone qui ne me sert à rien, j'ai tel meuble qui ne me sert à rien ». En vendant 1 ou 2 ou 3 éléments à la maison, on a pu rassembler facilement les 500 000 qui nous permettent maintenant de dire « oh, maintenant j'ai un coussin de sécurité entre moi et les imprévus, n'est-ce pas ?» Ça veut dire que désormais, je n'emprunte pas et je prends dans ce fonds cette épargne pour le premier secours-là uniquement pour les cas d'urgence. Le baptême de l'enfant n'est pas une urgence. Aller à un anniversaire, ce n'est pas une urgence. Aller en week-end à Sydney ou à Bassam ou n'importe où, ce n'est pas une urgence. Ces 500 000-là, c'est là, ça attend des cas d'urgence. La maladie, un décès, je ne sais pas, une panne de voiture, une panne à la maison, voilà ce qu'on appelle urgence. La troisième étape, une fois que vous avez dit, ça y est, j'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie, j'ai pris la décision, je me suis débrouillé à avoir les 500 000 prêts. La troisième étape, c'est de dire, maintenant je vais affronter mes créanciers. Dans beaucoup de cas, j'ai vu des personnes qui étaient incapables de me donner du premier coup la liste de leurs dettes. Même 2 fois, 3 fois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient toujours oublié les dettes. Donc la troisième étape, c'est de dresser la liste complète de vos dettes. Ça commence par là. Et bien souvent,
les gens n'arrivent pas à répertorier tous leurs créanciers. Rappelez-vous, écrivez, revenez le lendemain, revenez 2 jours après, mais arrangez-vous qu'en quelques jours, vous arrivez à dresser la liste complète de vos dettes. Vous les classez par ordre d'importance décroissant, du montant le plus important au montant le plus petit. Voilà. Quand vous avez déjà au moins cela fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez reprendre cette dette-là dans le tableau que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas d'abord à prendre vraiment le contrôle, à organiser ces dettes-là, il va être difficile de pouvoir les classer. Alors, ici, on a c'est par ordre d'importance. Voilà. Donc, ici, c'est les montants. Alors, on a les montants qui sont importants, on a les montants qui sont faibles. Pour moi, les montants qui sont faibles, c'est tout ce qui est l'ensemble de vos dettes dont le total ne fait pas 20% en termes de dettes. C'est-à-dire que vous avez 80% de vos dettes en termes de nombre, mais en termes de montant, le montant ne fait que 20% au moins. Comme vous les avez classés par ordre décroissant, c'est facile de voir jusqu'où on a 20%. Donc, ici, vous avez les dettes dont le montant, en termes de nombre, ça ne fait que 20%, mais en termes de montant, ça fait 80%. Ici, maintenant, on aura le niveau de stress. Si on ne tient pas compte du niveau de stress, on va être paralysé quand on essaie de se désendetter. Il faut qu'on tienne compte du niveau de stress. Alors, ici, le stress est élevé. Oui, le stress est élevé. Ici, le stress est bas. Donc, on a les montants importants, faibles. On a le stress élevé, bas. L'objectif, c'est, vous avez pris 20% de vos créances. Parmi ces créances-là, quelles sont les créances qui n'ont pas d'échéancier? Vous avez pris un endettement auprès du boutiquier, du coin, du mécanicien, de votre frère, vous n'avez pas arrêté une échéance. C'est dans cette colonne, à la droite ici. Quelles sont les créances, les crédits dont les montants sont connus, les échéances sont supportables? Ça rentre dans cette colonne-ci. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une fois que vous avez classé vos crédits dans les 20-80, 20% en termes de nombre, 80% en termes de montant, vous voyez ce dont l'échéancier est soutenable. Il y a un échéancier qui est soutenable, c'est ici. Il n'y a pas d'échéancier où l'échéancier n'est pas soutenable, c'est là. Les petits montants, il n'y a pas d'échéancier où l'échéancier n'est pas soutenable. Il y a un échéancier, l'échéancier est soutenable. Donc ici, le stress est bas, le montant est faible. Ici, le stress est élevé. Ça, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans cet ordre-là. Une fois que vous avez classé vos dettes dans ce tableau-là, c'est dans cet ordre. Vous devez absolument commencer à éliminer les dettes des personnes stressantes. Il n'y a pas d'échéancier ou bien l'échéancier n'est pas soutenable. Le petit boutiquier du quartier, votre ami à qui vous devez un montant, 50 000, 100 000, le mécanicien, le petit gars du quartier à qui vous devez de l'argent. Vous les voyez sur votre chemin. Parfois, je connais des gens, en rentrant chez eux, quand ils se rendent compte qu'il y a telle personne, ils bifurquent, ils changent de chemin. Ces personnes-là, on doit les éliminer parce qu'elles sont parfois plus stressantes que ceux qui sont ici. Priorité numéro 1, c'est là. J'élimine cette dette-ci. Priorité numéro 2, en parallèle, je fais ceci. Ceci peut être de dire, je vais aller voir mes créanciers pour négocier, pour renégocier l'échéancier, pour dire, écoutez, j'ai un crédit de 50 millions sur ma maison, je rembourse 500 000, j'ai perdu mon emploi, aujourd'hui mes revenus seulement sont 800 000, je ne peux plus payer 500 000. Pardon, ramenez mon échéancier à 250 000. Et ces personnes sont très souvent compréhensibles, mais on n'est pas conscient de cela. Il faut aller négocier pour amener cela ici. Donc, on part d'une zone où il y a beaucoup de stress pour revenir vers une zone où il y a moins de stress. Mais on va dans cette ordre-ci. J'élimine les petits montants, je négocie, je restructure ou je consolide les montants les plus importants pour les amener le plus ici. Et quand j'ai fini cela, je redescends ici. Pour les montants qui sont faibles, mais qui ont aussi un stress qui est bas, je les élimine. Ça veut dire que j'élimine le nombre de mes créanciers. Et après, maintenant, je concentre toute l'énergie sur le 4. Et très souvent, c'est ici qu'on va retrouver le crédit logement, le crédit automobile. Donc, il faut qu'on aille vraiment avec une stratégie en disant, plus on va le faire, plus en fait on va gagner en confiance, plus on va gagner en énergie pour pouvoir continuer à éliminer ces personnes-là. Donc, c'est important vraiment de faire le cadran, de dresser la liste complète en étape 3, de les reprendre dans le tableau comme ça, par le montant décroissant, de les classer. On les a repris dans un tableau
cumulatif en mettant la créance, le pourcentage cumulé pour voir à quel niveau on atteint les 80%. Une fois qu'on a fait cela, on vient les classer en cinquième étape dans le tableau et ensuite, on commence à suivre l'ordre de priorité. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Si vous suivez ces étapes-là, 1. Stopper l'endettement. 2. Mettre en place une épargne de premier secours. 3. Dresser la liste complète de vos créances. 4. Les classer dans un tableau par pourcentage et pourcentage croissant. 5. Les reprendre dans le tableau par ordre de priorité. Les classer d'abord avant de les reporter par ordre de priorité avec le calcul. 6. Les reporter dans le tableau. Et 7. Suivre l'ordre de priorité d'après le tableau. Si vous le faites, vous êtes déjà assez loin. Alors, c'est bien beau, on s'est concentré sur l'endettement, on a mis vraiment l'accent parce que c'est le sujet du jour. Mais la stratégie que je viens de vous montrer là, elle marcherait mieux si vous prenez 4 mesures complémentaires. Il y a 4 mesures complémentaires que je recommande de prendre pour pouvoir accompagner ceci. La première, c'est de créer un budget mensuel. Pourquoi ? Aujourd'hui, en tant que cadre en milieu de carrière, en tant que jeune entrepreneur, vous avez quand même des revenus qui arrivent déjà. Mais si vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui entre et comment j'oriente ce qui entre, ça va être difficile pour vous de pouvoir tenir les engagements. Donc, il faut que vous travailliez à mettre en place un budget et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au prochain épisode, comment vous aider à mettre en place un budget. Il faut que vous essayez d'aller dans votre budget pour éliminer toutes les dépenses futiles. Vous êtes en mode guerrier, en mode de stress. Vous allez mettre toute l'énergie pour pouvoir éliminer les dettes parce que c'est un facteur anxiogène. Donc, tout ce qui est dépenses qui ne vous servent pas, il faut vous dire qu'après, vous aurez le temps de revenir dans tout cela. C'est une dépense importante? Non, elle n'est pas vitale. On enlève. Donc, créer un budget, éliminer les dépenses futiles et maintenant, il faut prendre toute épargne supplémentaire en troisième étape pour pouvoir accélérer les remboursements tels qu'on l'a vu là. Tout ce que vous avez de plus que vous pouvez avoir, même des bonus spéciaux que vous avez, vous mettez en fonction de l'ordre de priorité dans le tableau. Et quatrième étape, je vais vous suggérer de différer la course vers de nouveaux revenus. La plus grande erreur que j'ai vue chez beaucoup de personnes qui étaient endettées, c'était de dire, OK, maintenant que je suis endetté, il faut que j'aille investir dans le Bitcoin, j'aurai rapidement un revenu et je vais venir payer mes dettes. Et en allant essayer d'investir parfois à crédit, on l'a vu dans l'agro-business il y a quelques années ici, des personnes qui ont emprunté de l'argent pour investir parce qu'elles étaient endettées, elles essayaient de rembourser. Ça a été plutôt la catastrophe. Donc en quatrième étape, je recommande de surseoir, de différer tout ce qui va être recherche de revenus supplémentaires pour pouvoir concentrer toute votre énergie d'abord à pouvoir effectivement éliminer les dettes. Une fois qu'on a éliminé les dettes, l'étape qui suit, ça va d'accumuler encore un peu plus d'épargne pour aller au-delà de l'épargne de premier secours jusqu'à avoir à peu près 3 mois d'épargne. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez qualifié pour parler d'investissement. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Vous voyez que rapidement, on a parlé de la mentalité qui bloque beaucoup de personnes. Pour résumer un peu les points clés de cet épisode, on a parlé de la mentalité qui bloque beaucoup de personnes, la mentalité de ceux qui pensent qu'un vrai homme doit être endetté. Il faut combattre cela, il faut éliminer cela. On a vu que les riches s'endettent quand ils le font, pas à leur nom, au nom de leur entreprise et surtout pour produire quelque chose, alors que les pauvres, c'est différent. On a vu qu'il faut éviter de rentrer dans cet engrenage de l'endettement-là, parce que c'est très facile d'y rentrer, mais on n'en sort pas. On a vu quand même qu'il y a des personnes qui, malgré tout, ne sont pas du tout endettées. Et certaines personnes qui sont endettées, mais pour la bonne cause. Évitons d'être endettés pour des besoins de consommation, ce qu'on appelle de mauvaises dettes. On a vu qu'on a 3 grands types de dettes. Il faut les classer. On a des dettes de consommation, on a des dettes d'investissement, on a des dettes liées à nos logements. Il faudrait qu'à chaque fois, on ait une clarté, une séparation dans les 3 grandes. Et il y a des conséquences. Une fois qu'on est endetté, et qu'on ne peut pas rembourser, il y a des conséquences. Il y a des conséquences même quand on peut rembourser en termes de durée. Si vous remboursez sur une longue durée, il y a quand même des intérêts qu'il va falloir poser, qu'il va falloir payer autant pour moi. Avant de vous lancer dans un investissement, dans une dette ou dans un crédit pour pouvoir investir, rassurez-vous d'avoir la stabilité émotionnelle qu'il faut, rassurez-vous d'avoir l'expertise qu'il faut. C'est pour ça que je dis que malgré tout cela, il faut d'abord préparer cette expertise, mais il faut aussi accumuler un minimum de 3 mois d'épargne avant de pouvoir engager ce voyage-là. Alors, nous venons de voir le cadran du désendettement, cet outil qui va vous aider à accélérer le remboursement de vos dettes, l'élimination de vos dettes même, j'allais dire, le plus rapidement possible. C'est très bien d'appliquer cet ordre de priorisation-là, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il faut commencer par des dettes dont le montant est faible et le stress est élevé. Ensuite, négocier l'échéancier ou alors mettre en place un échéancier pour des dettes dont le stress est élevé
et le montant aussi est élevé. Ça veut dire que l'objectif, c'est de les enlever d'ici pour les amener là. Quand on a fini ça, on descend ici pour s'occuper des dettes de petits montants dont le montant est faible et le niveau de stress aussi est bas. On les élimine et ça veut dire qu'à la fin, on aura un seul ennemi. On va s'attaquer à toutes les dettes qui vont être ici. Une fois que vous aurez classé vos dettes, vous allez les voir apparaître, le nom, le montant, dans ces différentes catégories et vous allez suivre l'ordre de priorité que nous avons donné. Mais en même temps, parallèlement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 mesures qui doivent accompagner ce travail-là. La première mesure, c'est de dire, est-ce que je peux mettre en place un budget mensuel pour être capable de traquer exactement où va mon argent, avec pour objectif, en deuxième étape, de pouvoir éliminer toutes les dépenses futiles, toutes les dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et toute épargne que j'aurais réalisée, cela en troisième étape, réalisée en réduisant ces dépenses-là, je les prendrai pour accélérer le remboursement des dettes dans l'ordre de priorisation qui a été fait. Et de grâce, quatrième étape, il faut absolument différer les revenus secondaires. Pendant la crise de l'agro-business ici, on a vu beaucoup de personnes qui avaient emprunté de l'argent parce qu'elles n'avaient pas de capacité pour aller investir. Et comme elles étaient endettées, elles essayaient d'investir pour avoir le retour le plus tôt possible et rembourser les dettes. Mais ça a été une catastrophe. Donc, il vaut mieux dans cette phase où vous êtes concentré à vous libérer des dettes, de différer pour un moment la recherche de revenus supplémentaires. Une fois que vous aurez éliminé les dettes, remontez votre épargne à au moins 3 mois de dépenses courantes et à ce moment, vous serez qualifié quand vous aurez aussi acquis l'expertise nécessaire et la stabilité émotionnelle qu'il faut là maintenant pour commencer à investir en toute sérénité. Alors voilà, c'est le contenu de notre épisode d'aujourd'hui. C'était l'épisode numéro 2. Comment éliminer le plus rapidement les dettes, même en partant d'un endettement chronique. Je vais vous inviter à mettre en œuvre ces orientations, cet accompagnement qu'on vous a fait à travers ce cadran. Appliquez les conseils clés pour pouvoir accélérer le remboursement de vos dettes ou alors pour prévenir le remboursement de vos dettes. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, partagez cette vidéo pour que les proches qui sont peut-être dans une situation assez compromise liée aux dettes puissent en profiter. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec notre prochain épisode sur comment mettre en place un budget mensuel, un budget familial pour vous aider à prendre en main vos finances personnelles. Parce que le budget représente pour moi l'outil dont vous avez besoin au quotidien. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.